Bonjour, Fabrice Jordan pour les Portes du Tao, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle, enfin ce que vous avez peut-être déjà entendu un peu en langage courant, qui s'appelle la magie taoïste. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, aujourd'hui ça commence un tout petit peu à se faire connaître. Et on va parler de différentes choses, notamment déjà du nom lui-même, magie. Ça a une bonne presse en termes de divertissement, bien entendu, mais si on le rapporte à des exercices, disons, spirituels, l'idée que peuvent avoir les gens modernes aujourd'hui en Occident, les rationnels, les rationalistes, c'est qu'il y a une forme justement d'illusionnisme ou d'enfumage, si on veut, des gens qui pratiquent ça pour les autres et qui voudraient l'enseigner, etc. Mais je pense que c'est vraiment extrêmement mal connaître le sens de la magie dans le sens traditionnel. Et pour ça, on va revenir un petit peu à l'idéographie en fait, du terme et à son nom chinois. Je vais vous le montrer après. Il y a une chose aussi dont il faut bien se rendre compte, c'est que ce qu'on appelle magie taoïste, qu'on traduit comme ça, eh bien, ça fait partie d'un grand corpus d'enseignement dans le taoïsme qui est en fait extrêmement vivant encore aujourd'hui, très actif, et malheureusement qu'on voit très peu en Occident, puisqu'on a, je ferai, je pense dans une prochaine vidéo, quelque chose là-dessus, c'est qu'on a une version extraordinairement romantique du taoïsme en Occident, basée sur certains textes que certains voudraient absolument appeler philosophiques, justement pour se dégager de tous ces aspects qu'on pourrait appeler superstitieux, éventuellement religieux, etc. Et le problème, c'est qu'en faisant ça et en voulant absolument inventer un taoïsme occidental romantique comme ça, eh bien, on finit avec un truc qui est très édulcoré et surtout qui perd une bonne partie de ces outils qu'on appelle efficaces. Vous savez que l'efficacité dans la pensée chinoise en général et dans le taoïsme en particulier, c'est quelque chose qui est incroyablement important parce que ça définit en fait le réel tout court, d'une certaine manière. Voilà, donc qu'est-ce qu'on entend par magie taoïste? Alors je l'ai marqué avant, si je retrouve, voilà. D'abord, dans la tradition chinoise, ça s'appelle Xuan Xue. Et je vous l'ai marqué ici, donc vous avez, c'est en transcription, donc pinyin en fait. Xue, c'est facile, vous voyez, c'est l'enfant ici qui est sous les toits de l'école, donc ça veut dire simplement l'étude, ou l'école, ou l'étude. Et puis, alors Xian, c'est un peu plus compliqué, mais disons que c'est assez joli de regarder quand même l'idéogramme. Vous voyez ici, vous avez... Alors souvent, quand on a un trait comme ça, horizontal, surtout quand il est placé en haut, ça veut dire que ce qui se passe sous le trait est soit protégé, soit caché. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est l'étude de quelque chose qui est... Alors, on a cette partie en dessous qui ressemble un peu au cocon de soie, ces fils extraordinairement fins de soie, et qui seraient cachés, en fait. Donc, l'idée générale de Xuan, si vous regardez dans le Grand Ricci ou dans des dictionnaires un petit peu savants, vous verrez que c'est marqué sombre, subtil, caché, mystérieux. Personnellement, il y a quelque chose ici qui est intéressant dans cette idée de soie, de tissage et de finesse, c'est que ça réfère à une sorte de petit réseau, ou un réseau global, et un réseau qui est apparemment, vous voyez, si on enlève ça et qu'on va dire que ça c'est la partie visible, est souterrain ou non apparemment visible, ou fait partie d'une autre partie du réel. Donc en fait, on pourrait traduire Xuan Xue par étude du subtil, en fait. Comment ça se traduit en général dans les outils concrets? C'est que pour faire ce travail-là, il y a beaucoup d'aspects qui sont plutôt méditatifs, on va dire, et les instruments externes qu'on voit, c'est les talismans, c'est les mudras, c'est les mantras, c'est un certain nombre de marches cosmiques aussi qui imitent le pattern ou les motifs de certaines constellations, par exemple. Et ça, c'est des outils externes qu'on voit. Mais en fait, la capacité d'efficacité de ces outils ne dépend pas que de la partie visible, justement. Si vous voulez, quand on fait un mantra, un mudra, etc., c'est comme si on montre cette partie de l'iceberg,
Mais en réalité, ce qui va faire l'efficacité de l'intervention, c'est la pratique subtile du pratiquant ou de la pratiquante. Et c'est ça qui prend des années à mettre en place et dont un certain nombre de maîtres ne parlent pas forcément parce qu'évidemment, ce n'est pas forcément la première chose qu'on va vous montrer si vous rencontrez un maître taoïste. Par contre, c'est très clair que quand vous vivez avec des maîtres taoïstes puis que vous les voyez bosser, c'est quelque chose qu'ils utilisent énormément. En tout cas, le maître avec lequel je travaille principalement, voilà, c'est un de ces outils quotidiens, mais qui découle aussi d'une pratique interne qui est extrêmement profonde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Je vous ai parlé déjà de ces deux formes de spiritualité que personnellement j'appelle yin ou yang. Donc, la spiritualité yin qu'on pourrait ici représenter par un trigramme qui serait celui de la Terre, et la spiritualité yang, qui serait ici Tien, le ciel. Vous voyez, la spiritualité yin, c'est en fait celle qui est beaucoup véhiculée aujourd'hui en Occident. Et vous voyez très bien ici, la Terre, elle reçoit en fait et elle accepte, elle accueille. Ensuite, elle produit autre chose en principe quand elle a reçu quelque chose. Mais la spiritualité qu'on appelle yin, c'est justement comme ça qu'on présente souvent le taoïsme en Occident, c'est-à-dire un taoïsme qui serait uniquement un taoïsme de retrait, un taoïsme d'acceptation, un taoïsme de souplesse, un taoïsme qui accueille, qui ne se met pas en avant, qui va comme l'eau vers le bas, vers la profondeur, vers l'humilité, voilà. Et en fait, c'est un taoïsme issu d'une lecture particulière en fait, de certains textes, notamment du Tao Te Ching ou du Chuang Tzu, par exemple. Mais il faut dire aussi que c'est décodé presque avec un a priori, j'allais dire, quand on voit ça comme ça. Bon, donc en tout cas, c'est cette partie-là qu'on voit beaucoup en Occident. Maintenant, c'est très clair que le Xuan Xue n'est pas de ce côté-là, parce que le Xuan Xue, par définition même, l'idée générale, c'est de modifier le réel ou de sélectionner dans le potentiel du réel des choses qui nous conviennent mieux. Si vous voulez, ça a deux particularités, deux aspects. La première, c'est d'enlever des obstacles, d'enlever des mauvais schémas qui se seraient mis en place au travers d'expériences de vie, de traumatismes, etc., dans cette vie ou éventuellement dans d'autres. D'une part, donc en fait, ici, il y a beaucoup de yang, et donc il y a beaucoup de puissance ici. Et ici aussi, il y a de la puissance, mais c'est une puissance d'accueil, d'acceptation. Ce n'est pas tout à fait le même type de puissance, si on veut. Et donc, dans le Xuan Xue, ce qu'on vise, c'est parfois soit à restaurer un fonctionnement correct de nos fonctionnements ou de notre rapport au monde, soit donc il y a une fonction d'élimination dans le Xuan Xue, de désobstruction, on pourrait dire, et notamment quand on est dans des choses qui ne répondent pas, par exemple, à la psychothérapie ou à des méthodes introspectives plus douces, on va dire comme ça. Et puis, la deuxième chose, c'est de faire apparaître dans le réel des choses qui ne sont pour l'instant que potentielles et d'aller les sélectionner de manière, disons, relativement active. Si vous voulez, la question, c'est ça, c'est que si on fait une spiritualité qui n'est basée que sur de l'acceptation, on peut très bien faire ça, bien que, personnellement, je ne connais aucune voie spirituelle authentique et qui a un peu de corps et d'ancienneté, qui n'ait pas les deux types d'instruments. Mais enfin, si on veut se consacrer qu'à ça, bien sûr qu'à la fin, au bout d'un certain nombre de cycles d'acceptation, on va aussi changer. La question, c'est le timing, d'une certaine manière. Donc, est-ce qu'on veut se réincarner 48 fois pour apprendre une leçon, ou bien est-ce qu'on veut aussi, dans cette vie-ci, obtenir une forme d'efficacité pour modifier certains patterns, pour se réapproprier ce qu'on appelle le Yuan Shen, notre esprit originel, notre nature intime. Et dans ce cas-là, on a intérêt, en tout cas on a accès à un certain nombre d'instruments qui vont dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que souvent ça a été un peu caché, ça? Parce que c'est vrai qu'on pourrait parler aussi de parties un peu plus exotériques ici.
facilement transmissibles et de choses qui sont un peu plus ésotériques ici, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est un peu plus caché, on va dire comme ça. Parce que vous risquez pas grand-chose à entraîner un oui spirituel, si on veut. C'est pas que vous risquez pas grand-chose, bien sûr qu'il y a des enjeux, mais énergétiquement parlant, vitalement parlant, en général, on vient pas bouger la structure énergétique de manière violente avec ce type de pratique-là. Donc en fait, on peut le transmettre au plus grand nombre de manière très simple et avec peu de risques vitaux, j'allais dire. Par contre, cette partie-ci, elle est un peu plus compliquée à transmettre parce qu'il y a des enjeux et on vient, on va dire, un peu tordre le réel d'une certaine manière. On va utiliser des manières d'être au niveau énergétique, mobiliser l'énergie du corps d'une manière un peu différente que la physiologie le fait habituellement. Et donc, il faut des connaissances, j'allais dire subtiles ou énergétiques, qui sont quand même importantes. Et surtout, il faut une méthode qui a aussi une forme de rationalité en réalité, parce que si vous voulez mobiliser beaucoup de yang, beaucoup de puissance concentrée, en fait, si je veux être simple, ici, on utilise une forme de lumière très concentrée, un peu comme la foudre, si vous voulez. C'est aussi de la lumière, mais c'est comme la loupe. Ici, on utilise la lumière du soleil de manière non polarisée ou non focalisée, si on veut. Tandis qu'ici, c'est comme si on prend un peu la loupe et qu'on fait converger ces rayons lumineux dans un endroit très particulier. Et donc, vous avez vu ce que ça fait sur une feuille. Vous avez tous fait ces expériences en étant enfant. Ça peut brûler aussi. Donc, c'est pour ça que les maîtres sont beaucoup plus prudents avec ce genre d'enseignement-là. Et je dirais qu'une des choses les plus importantes pour ça, c'est d'abord construire une pratique personnelle avec une assise importante, une restauration de la vitalité, et du yin, paradoxalement, vous voyez, parce que là, on va monter du yang pour pouvoir agir de manière extrêmement comme un rayon laser, en fait. Mais pour ça, il faut avoir de l'énergie à disposition qui soit en quantité, et donc il faut avoir restauré des fondations, il faut restaurer une vitalité d'abord, sinon c'est plutôt en fait dangereux d'utiliser ces instruments-là. Juste pour bien vous différencier ça, et ça évidemment ça a toujours été transmis un peu dans le secret. Maintenant voilà, les gens disent mais c'est plus le temps du secret, c'est passé, tout ça. Oui et non, en fait ça dépend comment on voit le secret. Le secret il préserve aussi un certain nombre de personnes, il évite une forme d'avidité de temps en temps, parce que si vous ne savez pas que ça existe, vous ne pouvez pas être demandeur. Et puis ça, le secret a cette particularité de préserver une forme d'intimité aussi. Donc, par exemple, typiquement ça s'enseigne, on appelle ça entre quatre oreilles dans la tradition, c'est-à-dire avec le maître ou la maître fermé dans une pièce, fermée à clé, où le maître ou la maître susurre l'enseignement, chuchote l'enseignement dans l'oreille, transmet les mantras sous cette forme-là, transmet directement les talismans sur la main ou les mudras de l'élève. Et ce qui est certain, c'est quand on a reçu l'enseignement sous cette forme-là, il y a quelque chose qui marque pour toujours énergétiquement le pratiquant, l'âme presque aussi. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du très intime ici. C'est ça que préserve le secret. D'ailleurs, on a gardé cette notion de secret dans nos campagnes. Il y a pas mal de gens qui interviennent, en tout cas dans les cantons chez nous ruraux. En fait, c'est ça qu'ils utilisent. Mais le génie de la Chine, c'est que comme l'invisible pour eux est réel, en fait. Donc, ils ont étudié ça de manière extrêmement systématisée pendant des milliers d'années. Ils ont tout consigné, en fait. Et donc, du coup, il y a quelque chose de l'ordre, dans cette partie-là qui est très structurée en réalité dans les enseignements et avec quelque chose qui peut être progressif et qui touche quasiment tous les domaines de l'existence. Alors voilà, ce que je veux vous dire, c'est que, ça existe, cette partie-là. C'est ça qu'on appelle magie taoïste, c'est pas du tout de l'illusionnisme en réalité. Ça demande beaucoup de pratique, ça demande une pratique sur une longue durée, ça demande une pratique qui n'est pas superficielle du tout. Faut pas croire que c'est juste s'amuser avec quelques trucs ou des jeux de pouvoir, comme ça, c'est au contraire l'inverse. Vous voyez,
si je reviens ici à l'idéogramme, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en réalité, l'efficacité du Xuan Xue devient plus grande à mesure que vous arrivez à aller dans quelque chose de plus en plus subtil, de plus en plus fin. Ce n'est pas du grossier, du spectaculaire, et in fine, ça devrait presque plus être sensitif, en fait, dans la manière d'intervenir. Et vous voyez ce terme, Xuan, ici, avec cette soie dessous et cette espèce de réseau, ça ressemble énormément à comment aujourd'hui les physiciens quantiques décrivent le fond du réel et comment les choses émergent du plan quantique vers le plan, on va dire, habituel de la réalité ou le plan un peu plus grossier de la réalité. Parce que pour qu'une particule existe, il faut qu'elle aille chercher qu'on l'excite avec une énergie suffisante. Regardez ce qui se fait dans le LHC, par exemple. On vient en focalisant une énergie extrêmement concentrée, exciter le vide quantique pour faire sortir des particules qui vont exister dans le LHC de manière extrêmement courte. Mais c'est exactement la même chose qu'on fait avec le Xuan Xue, c'est la même idée, si vous voulez. C'est qu'on focalise l'énergie de manière extrêmement courte sur quelque chose de très particulier qui est dirigé par le Shan, en fait, et qui est très impalpable, très fin. Et en faisant ça, dans l'ensemble des possibilités qui se présentent à nous, on peut aller presque harponner une des possibilités pour la ramener dans le réel. En tout cas, c'est ça l'idée générale, en fait. Donc voilà, c'est un travail très particulier qui n'est pas souvent enseigné. Cette année, à Mingshan, je vais essayer de mettre en place quelque chose qui tourne autour de cet enseignement, mais que je veux absolument, c'est le mettre en place pour une pratique personnelle. Donc, j'essaie d'élaborer ça. Ma hantise, en fait, c'est que les gens travaillent ça et veulent tout de suite aller intervenir sur des autres. On voit beaucoup d'immaturité dans le domaine, malheureusement. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est gardé secret la plupart du temps. Parce que si c'est pris à un stade très immature, en fait, c'est la catastrophe en réalité. Et le Xuan Xue, la transmission en général par le secret, c'est quoi? C'est que ça permettait aux maîtres, aux enseignants aussi de vous connaître, de savoir qui vous étiez, de vous tester éventuellement, de regarder non seulement le niveau de pratique global des gens, mais aussi la maturité de l'élève à qui on transmet pour être sûr que ces instruments qui sont quand même puissants et donc un peu dangereux, s'ils sont mal utilisés, pour soi et pour les autres, eh bien, soient utilisés à bon escient. Et voilà, ça c'est aussi une des fonctions du secret. Donc, je vous en reparlerai peut-être plus tard quand j'aurai développé cette trousse. Je suis en train d'essayer de la structurer pour que ça puisse toucher différents domaines ou différents besoins dans un parcours spirituel. Mais j'aimerais en faire une trousse personnelle surtout, pour que les gens puissent faire une cultivation, le terme existe en français, cultivation, pour que le jour où on apprend d'autres instruments qui sont alors là plus destinés à aider les autres, cette pratique soit, disons, déjà bien installée et pour qu'on puisse se lancer dans d'autres interventions en toute sécurité. Voilà, donc quand vous verrez des talismans, des choses comme ça maintenant, souvenez-vous que ça appartient à ce grand domaine du Xuan Xue. Et c'est plutôt l'étude du mystère, l'étude du subtil, l'étude des réseaux profonds de la nature, plutôt qu'un truc d'illusionniste. Donc j'espère qu'en ayant vu cette vidéo, vous retiendrez ça et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Ah oui, si jamais la vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut être utile aux autres, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous aussi. Je vous rappelle que quand vous faites comme ça, la tic tic tic, c'est de l'énergie que vous nous rendez un tout petit peu. Moi, ça m'aide pour la prochaine vidéo et donc comme ça, chacun fait un petit peu son travail. Voilà. Alors à tout bientôt.